Bonsoir à tous et bienvenue dans Chaque Voix compte sur LCP Canal 8. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage et de débat en direct de l'Assemblée nationale. Avec tout d'abord à mes côtés ce soir la sémiologue Mariette Darigrand. Bonsoir Mariette. Bonsoir Adeline. Et Laurent Guimier. Bonsoir Laurent. Bonsoir Adeline. Vous allez bien tous les deux? Très très bien. Alors c'est parti pour le sommaire de Chaque Voix compte avec à la une ce soir, coup de tonnerre à l'Assemblée nationale où pour la première fois de son histoire, le RN est parvenu à faire voter l'un de ses textes, en l'occurrence la proposition de résolution visant à dénoncer l'accord franco-algérien de 1968. Que dire de ce moment RN? Eh bien nous allons en parler avec Stéphane Zumsteg, directeur du département politique et opinion de l'Institut de sondage Ipsos BVA. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Et merci d'être là aux côtés de Elsa Mondingava, journaliste parlementaire à LCP. Bonsoir Elsa. Bonsoir. Et Lou Fritel, journaliste à Paris Match, spécialiste des droites. Merci d'être là. Lou, merci à tous les trois. À suivre à 20h, quelle histoire avec Laurent Guimier. Oui, et ce soir, je vous emmène à 380 000 km d'ici, sur la Lune. La conquête de la Lune, c'est l'autre grand match entre les Chinois et les Américains. Et c'est une histoire politique passionnante. Dans la deuxième partie de Chaque Voix compte, retour sur le plancher des vaches avec la question qui fâche. Le budget est-il devenu invotable? Les députés vont débattre demain dans l'hémicycle de la fameuse taxe Zuckman, point d'orgue d'un débat budgétaire qui, selon de nombreux observateurs, a totalement dérapé. Eh bien, nous en débattrons avec Laurent Baumel, député socialiste d'Indre-et-Loire, Corentin Le Fur, député droite républicaine des Côtes-d'Armor, et François Jolivet, député Horizon de l'Indre. Et tout cela vous inspire le mot du jour, Mariette? Oui, alors pour une fois, c'est pas un mot que je vais défendre, c'est un mot que je vais mettre à la poubelle, Adeline. C'est compromis. On attend vos explications, Mariette. Et on attend aussi vos questions et vos réflexions en flashant le QR code qui s'affiche ici. À 20h30, on a rendez-vous avec Marco Pommier pour Bourbon Express, le journal de l'Assemblée nationale. Voilà pour le menu de ce soir. Installez-vous confortablement. Chaque voix compte, c'est parti. Elle avait le sourire ce matin, Marine Le Pen. Elle a même parlé d'un jour historique pour son parti. Pour 185 contre 184, l'Assemblée nationale a adopté... L'Assemblée nationale a adopté à 11h02 un texte du RN. Ça n'était jamais arrivé. Le texte en question, c'est une proposition de résolution qui vise à dénoncer l'accord franco-algérien de 1968. Alors avant d'y revenir en détail, je voulais d'abord vous poser la question à tous les trois, de but en blanc. Est-ce vraiment, comme le dit Marine Le Pen, un jour historique, Elsa ? Alors je dirais plutôt victoire politique, parce qu'on y reviendra, mais historique c'est peut-être encore un peu tôt et c'est une victoire qui n'aura pas forcément beaucoup d'effet. Mais oui, victoire politique aujourd'hui pour Marine Le Pen et ses troupes. Stéphane Zumsteg. Victoire politique, mais qui dénote aussi deux choses. La droitisation de la classe politique. Je ne parle pas de l'opinion, on parlera peut-être de l'opinion plus tard, mais les LR ont voté massivement aussi avec le Rassemblement national. Ce texte du Rassemblement national est fait nouveau. Ce qui appartenait il y a encore quelques semaines à la Macronie, le groupe Horizon a aussi voté majoritairement un texte du RN. Ça en dit aussi long sur la déliquescence de ce qu'il reste aujourd'hui de la Macronie. Lou Fritel. D'un point de vue droitier, sur les droites en général, moi je dirais que c'est historique dans la mesure où effectivement Marine Le Pen déjà ne se revendique pas de droite, mais contre cette définition, elle attire des électeurs de droite, elle ambitionne de remplacer LR, et donc c'est vrai que pour moi, honnêtement, c'est l'union des droites, une coalition des droites qu'on a vu naître à l'Assemblée aujourd'hui. Donc le texte est passé, chaque voix compte, on le répète tous les soirs, mais quelle voix en l'occurrence? Eh bien vous allez voir que le texte a été adopté à une voix près. 2 minutes pour comprendre, signé Valérie Brochard ce soir. Sur les bancs du Rassemblement national, on exulte. 185 voix contre 184. La résolution proposée par le Rassemblement national visant à dénoncer l'accord franco-algérien de 1968 a été adoptée à une voix près. Une première que Marine Le Pen est venue célébrer devant les caméras. C'est évidemment une journée qu'on peut qualifier d'historique pour le Rassemblement national. Et très objectivement, je vois que la gauche est mauvaise perdante puisqu'elle multiplie les hurlements, les insultes, les diffamations, les rappels au règlement. Ce que la gauche ne digère pas, c'est l'absence de Gabriel Attal et ses troupes. Sur 92 membres, seuls 30 élus du groupe Ensemble pour la République ont voté contre le texte. Alors, la présidente des élus écologistes lance un avis de recherche. Où est Gabriel Attal ?
Où sont les députés macronistes? Ce qu'on vient vivre dans l'hémicycle, c'est inacceptable, c'est insupportable. L'absence des macronistes a donné une victoire au Rassemblement national sur un texte raciste, sur un texte qui remet en cause nos relations entre la France et l'Algérie. Le texte du RN exige l'abrogation de l'accord qui offre aux Algériens des clauses spécifiques en matière d'immigration et de séjour en France. Des dispositions que les groupes Horizon et la droite républicaine souhaitent aussi abolir. La fin du cordon sanitaire pour le patron du groupe UDR. Je salue bien sûr le vote de l'Alliance RN-UDR, mais aussi de tous les députés qui se sont joints à nous. Ils ont voté en cohérence avec ce qu'ils ont toujours dit. On voit bien que les lignes bougent. Un vote symbolique, politique, mais contrairement aux lois, les résolutions n'ont pas de valeur contraignante. Il appartient dorénavant au gouvernement, s'il le souhaite, d'engager l'abrogation. Alors avant toute chose, Elsa Mondingava, avant toute chose pour que les téléspectateurs comprennent bien, il faut expliquer que le RN avait donc droit aujourd'hui à sa niche parlementaire. C'est la première de la session et le RN étant le groupe qui a le plus de députés, c'est lui qui a le droit de défendre la première niche. Exactement. Pour chaque session, chaque groupe a une journée où c'est lui qui maîtrise l'ordre du jour à l'Assemblée. C'est-à-dire que c'est lui qui va décider d'inscrire des propositions de loi, des propositions de résolution. Alors au début, le Rassemblement national avait inscrit deux textes. Les deux premiers textes, c'était un texte pour faciliter les démarches quand on est en situation de handicap, un autre sur les frais bancaires. Donc c'était des textes très concernants qui parlent aux Français. Et puis, changement de braquet mardi, il décide finalement de redéplacer ces textes et de mettre deux textes plus politiques, plus polémiques au début, celui sur les accords entre la France et l'Algérie, puis on y reviendra sur le rétablissement du séjour irrégulier. Marine Le Pen, elle n'y croyait pas tellement, puisque hier, elle était invitée de la presse parlementaire et elle avait déjà l'argumentaire de dire « Oui, il y a une majorité pour les dénoncer, c'est d'accord, mais vous allez voir, dans l'hémicycle, le sectarisme va l'emporter, etc. » Je pense que c'était les premiers surpris et on peut voir sur les images les premiers ravis de cette victoire. Alors, il se trouve que ce matin, avant le vote, on avait tous une interrogation sur la présence dans l'hémicycle de tous les députés. On pensait que certains se feraient porter pâle parce que d'abord, il y a la fatigue du débat budgétaire et puis parce que pour peut-être ne pas avoir à se prononcer. Est-ce que ça a été le cas ? Alors, ce calendrier, en fait, a joué de manière différente pour les uns ou pour les autres. Le fait que hier, c'était le budget, que demain, c'est le budget avec la fameuse taxe Zuckman, certains députés en ont profité pour rester. On voit notamment que les députés de droite étaient très mobilisés. D'autres députés ont plutôt profité de cette journée en se disant c'est un peu relâche aujourd'hui, on va en profiter pour souffler. Et donc, on voit bien que surtout quand ça se joue à une voix près, que tout le monde regarde évidemment le scrutin et va voir qui a voté dans quel sens, qui a manqué. Et on y reviendra peut-être. Alors justement, Marine Le Pen, on l'entendait, elle a dénoncé l'incohérence des groupes qui ont voté contre. Pourquoi ? Alors, là, pour le coup, il y a eu plutôt une cohérence de la part des groupes de droite et d'Horizon. Chez le Rassemblement national, on dit la majorité des plateaux télé s'est retrouvée à l'Assemblée, qu'il y a eu une cohérence, etc. Ce qu'elle pointe, c'est le groupe de Gabriel Attal, le groupe Ensemble pour la République, qui est défavorable, mais qui a voté contre. Mais il n'était que 30 à voter contre. Et alors, où était Gabriel Attal au moment du vote ? Il avait piscine ? Alors, il était à une conférence sur le tourisme. Dans son équipe, on dit qu'effectivement, c'était un événement prévu de longue date, que l'ordre avait changé aussi dans la niche parlementaire et que du coup, c'était difficile de s'adapter au dernier moment. Et puis, on dit que c'est difficile de savoir quelle voix a manqué. C'est un peu facile de dire c'est celle de Gabriel Attal. Il y a d'autres députés qui n'étaient pas présents. Et surtout, et Lou le disait, Stéphane également, ce qu'on dit, c'est attention, le fait politique, c'est pas Gabriel Attal n'était pas là, c'est qu'il y a des députés Horizon, notamment, qui ont franchi le Rubicon et qui ont pour une fois dit oui, on va voter. Et eux, en toute connaissance de cause, ont donné une victoire au Rassemblement national. Stéphane Zumsteg, vous avez vous aussi observé les différents votes qui ont permis au RN de faire adopter ce projet de résolution. Il y a eu pour vous des surprises ? La surprise est le caractère massif, me semble-t-il, du vote des LR, moins surprenant, mais des votes aussi des députés Horizon. Vote massif en faveur du texte présenté par le Rassemblement national. Vous pensiez qu'il n'irait pas jusqu'à voter pour ? Vous avez différents moyens, vous pouvez vous abstenir aussi. Vous pouvez trouver un argument, vous pouvez très bien ou ne pas venir aussi. Alors ça reste aussi contestable, parce que vous parliez à l'instant de la politique de la chaise vide de 2/3 des députés Renaissance. On est à un moment où on est en train d'étudier le budget, où c'est de longue haleine, où objectivement, il n'y avait pas de nécessité à être là. Il n'y avait pas de nécessité. Malgré tout, c'est un piège qui a été tendu par le Rassemblement national au reste de la droite et au centre aussi. Et le Rassemblement national ramasse la mise et les autres partis en sortent un petit peu discrédités auprès d'une partie de leur opinion.
peut-être pas l'électorat LR qui comprend le vote de ces députés. Je pense que le cœur électoral d'Horizon n'appréciera pas forcément le fait que les députés proches d'Édouard Philippe aient voté avec le Rassemblement national. Quant à l'absentéisme de 2/3 des députés Renaissance, je comprends parfaitement ce que vous dites sur la nécessité parfois d'aller en circonscription, bien sûr, mais il y a aussi, je pense, de la lâcheté et surtout une sorte de manque de professionnalisme, presque d'amateurisme de la part de 2/3 du groupe Renaissance. Ils ont 90 députés à peu près, 2/3 n'étaient pas là. Enfin, ça en dit long. Je parlais de déliquescence tout à l'heure. Je pense qu'on a affaire à un groupe parlementaire qui ne sait plus où il habite, des députés qui ne savent plus où ils habitent, qui ne savent plus quoi faire, y compris quand il s'agit de voter ou de ne pas voter des textes présentés par le Rassemblement national. C'est votre analyse aussi, Lou ? Je dirais surtout, je suis d'accord sur la partie absentéisme, mais moi sur la partie présentielle, le fait d'être là aujourd'hui et de voter de cette façon-là, Édouard Philippe il s'était déjà prononcé effectivement contre les accords franco-algériens, c'est un signe qui est volontairement envoyé. Que le texte passe ou non, c'est un signe volontairement envoyé. Quand on regarde aussi, par exemple, sur le texte sur le délit de séjour irrégulier qui n'est pas passé finalement, ils ont aussi voté ensemble. Donc c'est clairement... Édouard Philippe, depuis quelques semaines, observez-le, il a une nouvelle stratégie. Hein. Il est sorti de sa stratégie du silence. Il demande la démission du président de la République. Le bruit et la fureur, version soft, version Juppé, disons. Mais il y a un changement de stratégie. Il se dit aussi que c'est parce que certains sondages qui ont pu être commandés ces derniers temps en vue des municipales au Havre ne sont pas forcément très bons, en tout cas assez indécis. Et donc, ça pousserait aussi Édouard Philippe à peut-être essayer de mettre en avant un nouveau corpus. Et ça en fait partie de ce corpus. Alors, on dit donc que ce projet de résolution a été adopté à une voix près. Certains ont relevé quelque chose peut-être d'anecdotique, mais d'amusant. C'est Sébastien Chenu qui présidait la séance. En général, le président de séance ne vote pas. En général, mais là, il a voté. Il a voté. Alors, certains disent, voilà, il y a la voix manquante et puis cette fameuse voix. C'est la voix en plus. Sébastien Chenu. Moi, on me raconte aussi qu'un député LR est rentré en courant pour voter et que son vote a été pris à la dernière seconde. Donc, il est persuadé que c'est peut-être son vote qui a changé les choses. Le président de séance a le droit de voter. Ils ont d'ailleurs au perchoir un bouton où ils peuvent voter. C'est vrai qu'actuellement, généralement, ils ne s'en servent pas. Mais Yaël Braun-Pivet, parfois, sur des textes importants ou des textes marqueurs, elle le fait. Donc, il n'y a pas d'interdiction de le faire. Mais effectivement... peut-être que Sébastien Chenu pourra dire à sa patronne que c'est grâce à lui aujourd'hui ce qui s'est passé. Stéphane Zumsteg parlait il y a quelques minutes de pièges tendus par le RN aux autres députés. Des pièges, il y en avait d'autres puisque le RN défendait au cours de cette journée de niche parlementaire 6 autres textes. La niche continue jusqu'à minuit. Clément Perrot, vous suivez les débats depuis la salle des 4 colonnes. Vous êtes en direct avec nous. Où en est-on, Clément ? Alors pour le moment, Adeline, pas d'autre victoire pour le Rassemblement national depuis l'épisode retentissant de ce matin. Un autre texte a été voté, il a été rejeté par les parlementaires. C'était une proposition de loi qui voulait rétablir le délit de séjour irrégulier. En ce moment, les députés sont en train d'étudier une autre proposition de loi du Rassemblement national. Elle porte sur une obligation de l'étiquetage sur la provenance des denrées alimentaires. Il y a un certain suspense parce que c'est un texte finalement relativement consensuel. On est assez loin des fondamentaux du Rassemblement national, notamment l'immigration. Et c'est bien la stratégie du RN de proposer des textes plutôt consensuels lors de sa niche parlementaire. Les textes qui doivent suivre sont dans la même optique. Il y aura par exemple un texte sur la gratuité des parkings dans les hôpitaux. Ensuite, ce sera sur la suppression de certains frais bancaires. À noter que les députés ont jusqu'à minuit pour voter. C'est la règle dans les niches parlementaires. Elles s'arrêtent à minuit et tous les textes qui n'auront pas été étudiés avant, passeront à la trappe. Merci Clément Perrot. Vous intervenez à tout moment s'il y a un changement dans l'évolution des débats sur cette niche parlementaire du RN. Clément a évoqué les différents textes qui sont mis au débat dans cette niche parlementaire. Les frais bancaires. Les frais bancaires, au départ, ça émane d'un député communiste qui avait déposé cette proposition en avril, mais ça n'avait pas abouti. Les fouilles de cartables à l'entrée des établissements scolaires, ça c'était une proposition qui venait du Sénat. Stéphane Zumsteg, vous parliez tout à l'heure des pièges tendus par le RN. S'inspirer des autres pour mieux servir sa stratégie. C'est ça ce que fait le RN aujourd'hui aussi ? C'est ce que fait Marine Le Pen depuis qu'elle a repris le parti, qu'elle a remplacé son père. De toute façon, regardez, ne serait-ce qu'un élément fondamental dans la vie de ce parti politique, du Front National puis du Rassemblement National, se mettre à parler beaucoup plus de problématiques sociales, de problématiques territoriales. Ce n'était pas le cas avant. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, de quoi parlait Jean-Marie Le Pen ? D'immigration. D'immigration et des immigrés qui volaient le travail des Français. Ça se résumait à ça, le programme. Ça n'empêchait pas d'obtenir à l'époque des scores
importants qui n'ont rien à voir évidemment avec le niveau électoral du Rassemblement national. Mais bien sûr qu'il propose des textes. Je pense que le RN n'a pas compris au début, dès 2022 et ensuite après les législatives anticipées de 2024, pourquoi ces motions de censure étaient refusées par la gauche. Ça ne marchait pas. La gauche ne voulait voter que des motions de censure de gauche, puisqu'il n'y en avait pas émanant du centre. Le RN a fini par adapter sa position, parce que là encore, il s'agit d'un cordon sanitaire, et ce cordon sanitaire, il a sauté depuis bien longtemps. On en a une manifestation concrète aujourd'hui. Quand je parlais de piège, c'est certes la première fois qu'un texte de loi proposé par le RN est voté. Vous évoquiez la fouille des cartables, les frais bancaires, mais c'est pas ça, hein. C'est pas juste un texte, c'est un texte sur les rapports avec l'Algérie, totalement en lien avec l'immigration. Ça renvoie aux OQTF, ça renvoie à Bruno Retailleau, ça renvoie à la demande de sévérité, à la remise en cause d'un certain nombre de principes liés à l'immigration. Tout ce que, par exemple, Bruno Retailleau n'a pas réussi à faire, eh bien, dans l'esprit des Français en tout cas, et dans l'esprit des responsables du Rassemblement national, eh bien, le Rassemblement national, par ce vote, a réussi à faire la démonstration de son utilité. Le traité ne sera pas remis en cause pour toutes les raisons. C'est ce qu'il faut préciser, Elsa, c'est que vous le disiez, c'est symbolique, mais... Oui, mais c'est important. C'est le RN qui aura fait voter ce texte, ce ne sera pas Bruno Retailleau ou l'aile droite de la Macronie. Et d'ailleurs, sur ce point, très spécifiquement, dans la boucle des sénateurs LR aujourd'hui, ça souriait jaune, parce qu'effectivement, il y en a qui ont dit mais ce texte, c'est Bruno Retailleau, enfin, c'est nous qui avions dû le déposer, c'est Bruno Retailleau qui a toujours été en première ligne. Et même certains disaient qu'il n'y avait pas assez de députés LR pour le voter, parce que beaucoup étaient absents, effectivement. Mais juste pour revenir aussi sur les raisons qui ont fait que ce texte a été remonté par le Rassemblement national, c'est parce qu'ils ont été assez surpris. En commission, il a été adopté. Et c'est pour ça qu'ils se sont, au lieu de laisser le temps filer avec d'autres textes, ils ont préféré le mettre tout de suite en haut et en plus faire une belle entrée en matière plutôt que de laisser d'autres avant. Mais on est bien d'accord, Elsa, que ce texte, même s'il est voté, ne va avoir aucune conséquence. Non, une proposition de résolution, c'est pas contraignant. Je rappelle qu'il y a une proposition de résolution communiste qui avait été adoptée pour revenir sur l'âge légal. Bon, c'était bien d'avant les discussions sur la suspension de la réforme des retraites, donc pas du tout. En revanche, ça oblige là Sébastien Lecornu, par exemple, le Premier ministre, à dire oui, il faut le renégocier, voilà, à s'exprimer là-dessus. Et ça donne une victoire au Rassemblement national. Ce qui est très difficile, on discute avec beaucoup de députés. Ils disent avec Marine Le Pen, ce qui est compliqué à l'Assemblée, c'est que face, elle gagne, pile, tu perds. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont gagnants dans les deux cas. Le texte est refusé, regardez tous les sectaires qui, sur les plateaux, disent quelque chose, dans l'Assemblée, votent autre chose, etc. Et si elle gagne, elle dit, regardez, nos idées gagnent du terrain. Marine Le Pen, je pense qu'elle avait préparé, et dès hier, l'argumentaire en cas de défaite. Il était déjà écrit à l'avance. Et l'argumentaire en cas de victoire, mais à chaque fois, elle donne le sentiment d'avoir préparé les deux options, de se préparer peut-être davantage, puisque sur la précédente journée d'initiative parlementaire du Rassemblement national, beaucoup avaient dit justement qu'il y a eu beaucoup d'amateurisme, ils ne s'étaient pas préparés comme il fallait, ils étaient tombés dans tous les pièges. Bon, là, on voit que... Voilà, ils apprennent. Ils apprennent. Oui, en tout cas, juste piège ou pas, les Républicains ont publié un communiqué, il y a 1 heure, signé par Bruno Retailleau, demandant au président de la République de bouger sur ces accords. Donc, entraîné par cette résolution du RN, il se passe quelque chose de politique très important, puisque le président des LR lui-même, dans le sillage de Marine Le Pen, saisit le président de la République. Mais à contre-temps. Bah oui, il est obligé, il subit. Oui, parce que le premier à avoir demandé ça, c'était Jordan Bardella ce matin, juste après le vote. Tout à fait. Il avait publié un message sur X pour dire à Emmanuel Macron et au gouvernement, maintenant vous devez bouger. Il faut aussi se rendre compte que dans l'esprit des responsables politiques, depuis 2024, 2022 déjà, mais 2024, commence vraiment à s'installer l'idée qu'on n'aura plus jamais, ou en tout cas avant longtemps, de majorité absolue. Donc il va falloir commencer à penser en fonction de textes et de thématiques communes. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec le ralliement, enfin l'union qui a pu être formée avec Horizon notamment. Est-ce qu'on est là dans la préfiguration de ce que serait une future union des droites ? Même si Marine Le Pen, elle n'est pas très à l'aise avec cette idée d'union des droites, Stéphane Zumsteg. Marine Le Pen, elle considère que l'avenir électoral de son parti, la capacité de son parti à prendre le pouvoir, qu'il s'agisse d'élections législatives, voire d'une élection présidentielle, c'est d'accueillir et de récupérer encore plus de gens venant de milieux populaires, c'est-à-dire des gens qui ne votent pas pour la droite ou pour le centre-droit en général. Quand vous regardez la sociologie des votes, plus personne parmi les milieux populaires ne vote pour des candidats macronistes à des législatives ou pour des candidats LR. Donc elle, son idée, c'est de se dire, si
si on s'enferme dans cette stratégie de l'union des droites, eh bien, on va se priver de ces 15 ou de ces 20% de Français qui nous manquent pour gagner un second tour. Bien sûr que le RN est le parti le plus puissant aujourd'hui en France, un tiers de l'électorat, mais il faut 50% pour gagner notamment une élection présidentielle. Et elle pense que les réserves se trouvent au sein des abstentionnistes, au sein de gens qui ont voté longtemps à gauche, les milieux populaires, mais les milieux populaires ne votent pas beaucoup, plus beaucoup, en tout cas pour la gauche. C'est ça sa stratégie à elle. D'ailleurs, quand elle parle, je parlais tout à l'heure de fracture territoriale, de fracture sociale, de pouvoir d'achat, elle parle bien moins qu'il y a 10 ans d'immigration ou d'identité. C'est ça son calcul. Après, sur l'union des droites, je comprends la stratégie du RN qui, de toute façon, vous le disiez à l'instant, est gagnant à tous les coups, qu'il perde de peu ou qu'il gagne, c'est à chaque fois symboliquement la preuve, selon ses responsables, que c'est un parti différent, que c'est le seul parti à s'occuper des vraies préoccupations des Français. Après, pour la stratégie du reste de la droite de rallier le Rassemblement national, mais personnellement, peut-être quelque chose m'échappe, mais je n'en vois pas l'intérêt pour les Républicains notamment, qui se feraient de toute façon dévorer par le Rassemblement national. Quand vous voyez le rapport de force aujourd'hui entre les LR et le RN, enfin, il ne pèse qu'une part marginale de l'électorat de droite ou d'extrême droite. Que l'électorat de LR se soit droitisé, radicalisé sur les questions d'identité, sur les questions d'immigration, c'est une chose, mais en pur pragmatisme électoral et en pur pragmatisme politique, rallier à un moment donné, notamment lors d'élections législatives ou un second tour d'une élection présidentielle, l'extrême droite, enfin, le Rassemblement national, mais vous êtes condamné à mourir, parce que vous êtes aussi pris en étau avec une autre droite, celle d'Édouard Philippe, avec le centre-droit qui vote aussi maintenant pour le Rassemblement national. Vous disparaissez. C'est un peu ce qui s'est passé en Italie. Et c'est vrai qu'on se demande ce que veulent les Français. Et il se trouve que c'est le titre du livre de Jordan Bardella, qui est en pleine promo depuis hier. Il s'est lancé même dans une tournée de dédicaces. Il était hier à Bruay-la-Bussière, c'est dans le Pas-de-Calais, terre RN par excellence. Et c'est Clément Perrot et Eva Billion qui l'ont suivi sur place. Reportage. Une terre estampillée Rassemblement national. Bruay-la-Bussière, dans l'ancien bassin minier du Pas-de-Calais. À la nuit tombée, malgré la pluie, il y a foule devant l'espace culturel de la ville. Jordan Bardella vient dédicacer son nouveau livre. Ses supporters en sont convaincus, le RN n'a jamais été aussi fort et aussi proche du pouvoir. Il faut que la dissolution passe et puis là on pourra être prêt à gouverner la France avec le RN en tête, on va dire. Les gens n'ont plus peur d'en parler. De toute façon, vu la situation actuelle, je pense qu'il n'y a que le RN qui va pouvoir redresser le pays. Dans la salle, pleine à craquer, Jordan Bardella enchaîne les signatures. Ici, certains l'imaginent déjà à Matignon. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Ça va bien? Ça va bien et vous? Bon, ça va. Les plus jeunes lui apportent des bonbons pour Halloween. Un air évident de campagne électorale, loin des tourments qui agitent les débats parlementaires. Le RN se verrait bien sortir gagnant de la période d'instabilité politique. Je pense que nous pouvons avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Je pense que si demain il y a des élections législatives anticipées, nous pouvons avoir une majorité. La politique, c'est une affaire de vagues. Et il y a beaucoup de Français qui en ont ras-le-bol des politiques qui sont menées depuis 30 ans, qui veulent tourner la page. Donc nous faisons campagne, nous faisons connaître les propositions et le projet que nous portons pour le pays. Sauf que cette campagne que Jordan Bardella comme Marine Le Pen persistent à poursuivre se fait un peu dans le vide. La dissolution qu'ils appellent de leur vœu n'a pas eu lieu pour l'instant. De même, le front républicain que le RN avait sous-estimé aux dernières législatives n'a peut-être pas disparu du paysage, y compris sur ces terres. Un peu plus tôt, ces manifestants anti-RN ont répondu à l'appel de l'opposition municipale de Bruay-la-Bussière. La ville est administrée par le parti. Leurs idées s'opposent en effet aux valeurs de fraternité dans notre pays, de liberté. Ils veulent diviser plutôt que unir, donc je pense que c'est bien un parti différent. Vive la France! Vive Jordan! On lâche rien! Allons enfants de la patrie! Le jour de gloire est arrivé! Malgré son entreprise de notabilité et son assise dans certains territoires, le RN reste un parti clivant. Des obstacles se dressent encore sur sa route.
C'est intéressant ce qu'on voit dans ce reportage, Stéphane Zumsteck, parce que c'est exactement ce qui apparaît dans l'étude Ipsos BVA que vous avez publiée il y a une huitaine de jours, enquête intitulée « Les fractures françaises ». Il y a un chiffre qui interpelle dans cette enquête, c'est que 47% des Français pensent que le RN est capable de gouverner le pays. Oui. Et en même temps, un Français sur deux juge encore le parti comme raciste et dangereux. Mais c'est... Alors, d'abord, je vais parler du premier chiffre qui est évidemment le plus remarquable, quelque part le plus exceptionnel. 47%, il y a près d'un Français sur deux aujourd'hui qui considère que le Rassemblement national est capable, serait capable de diriger le parti, le pays. Rappelez-vous, il y a encore 10 ans, il y a 15 ans, ce qu'on disait... Le Rassemblement... Même en un an, c'est plus 3 points sur un an. Plus 3 points, et c'était 25%. En 2017, lors de l'élection d'Emmanuel Macron, 25-47, il y a presque 2 fois plus de Français qui pensent ça aujourd'hui. Rappelez-vous ce qu'on disait du vote FN puis RN il n'y a pas si longtemps que ça. C'était un vote coup de gueule, une sorte de bras d'honneur envoyé par les électeurs au reste des partis politiques, un vote d'avertissement. Aujourd'hui, c'est devenu évidemment un vote d'adhésion, mais on se disait toujours, de toute façon, au dernier moment, il y aura ce plafond de verre. Le RN n'est pas capable, n'a pas le personnel politique, n'a pas le programme suffisamment raisonnable pour gouverner. C'est fini. Aujourd'hui, quand vous testez, parce que cet item, cette capacité à gouverner le pays, nous l'avons posé pour tous les partis politiques dans cette enquête fracture, c'est le Rassemblement national qui apparaît aujourd'hui comme le parti le plus capable de gouverner. Et il y a un autre élément, c'est aussi le parti qui apparaît comme la formation la plus proche des préoccupations des Français. Vous voyez bien, je parlais tout à l'heure d'immigration, on va au-delà de l'immigration, il y a aussi le pouvoir d'achat, il y a aussi les déserts médicaux. Oui, quand eux aujourd'hui parlent des frais bancaires, de la gratuité des parkings des hôpitaux. Mais bien sûr, et le RN est de plus en plus crédible. Après, c'est un parti qui continue de cliver, bien évidemment, vous avez raison aussi de le souligner, mais tous les partis politiques clivent aujourd'hui. Et ce dont a bénéficié dans sa politique de respectabilité récente de ces 10 dernières années, le Rassemblement national, c'est qu'il y a quelque chose qui joue en sa faveur. C'est qu'il y a un parti qui fait plus peur que lui. C'est la France insoumise. Ce n'est plus le Rassemblement national n'est plus le parti dangereux par excellence pour la démocratie. Il y a un autre parti qui est, dans l'esprit des Français, bien évidemment, toujours plus dangereux. Il y a eu un deuxième élément qui a aussi beaucoup contribué au fait que le RN devienne de plus en plus, mais pas totalement, mais quand même de plus en plus un parti comme les autres, c'est l'éruption en 2022 lors de l'élection présidentielle d'Éric Zemmour. D'un coup, les Français découvrent quelqu'un, un candidat, qui est encore plus à droite que le Rassemblement national. Donc, à partir du moment où vous n'êtes plus le parti le plus à droite, vous n'êtes plus, dans l'esprit des Français toujours, le parti le plus extrémiste. Et si vous n'êtes plus le parti le plus extrémiste, eh bien, vous n'êtes plus un parti extrémiste. Donc, tous ces éléments ont, au-delà de la stratégie gagnante de Marine Le Pen, ça c'est une réalité, elle a joué un coup et elle a réussi ces 10-12 dernières années à changer totalement l'image du parti, mais il y a aussi eu des éléments politiques, les outrances ou les prétendues outrances, selon ce que l'on pense de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, et l'arrivée d'Éric Zemmour. De plus en plus, le Rassemblement national devient un parti comme les autres. Il fait toujours un peu peur, mais beaucoup moins peur qu'autrefois et pas plus peur que les autres. Et d'ailleurs, on l'observe aussi, et Elsa, vous êtes très bien placée pour en parler, on l'observe aussi en ce moment dans l'hémicycle. Il y a ce débat budgétaire. Sébastien Lecornu a dit « nous proposons, vous débattez, nous voterons ». Et le RN participe au débat parlementaire sur le budget. Et le RN a réussi à faire adopter aussi des amendements, un amendement sur les rachats d'actions, un amendement pour faire rembourser certains crédits par les entreprises quand elles délocalisent. Alors après, moi j'ai trouvé quand même que dans la séquence depuis François Bayrou, le RN était redevenu assez, un peu bruyant dans l'hémicycle. On a eu une prise de parole de Sébastien Chenu assez remarquée quand il a moqué Marisol Touraine, etc. Où là on s'est dit, la respectabilité, la stratégie de la cravate, ça va bien un temps, mais on a le sentiment que le RN aussi, et c'est d'ailleurs ce qui nous explique, la base du RN, tous les jours, quand ils les croisent en circonscription, leur disent « faut les dégager ». Ils ont un discours très dur contre les autres politiques. Donc le RN est constamment en train de jouer la respectabilité de temps en temps, mais aussi le bazar. Là, je trouve que c'était quand même assez flagrant quand Marine Le Pen a dit « à partir de maintenant, je censure tout, plus de négociations possibles, etc. » Donc elle est tout le temps en train de gérer un peu respectabilité et en même temps se rappeler que sa base à elle ne veut pas forcément que du respect dans l'hémicycle. Elle veut aussi que ça faille. Il faut exister. Il faut exister, il faut des bons mots, voilà. Lou ? Non, je dis, en plus, c'est un parti anti-système. C'est un parti vraiment... Un pied dedans, un pied dehors. Ouais, et puis, honnêtement, depuis 2022, ils étaient 89 puis 88. Ils n'étaient pas assez pour vraiment peser sur les textes législatifs. Ils ont mangé leur chapeau pendant 2 ans. Autant vous dire que l'an dernier, quand il était question du budget, le soir et les week-ends, vous alliez à l'Assemblée nationale, vous tombiez sur des députés RN. Ils étaient furieux de ce qui se passait. On sentait qu'il y avait une haine qui montait, mais qui était en fait due à une frustration contenue pendant 2 ans. Donc la censure déjà a fait redescendre un peu tout ça. Et là, oui, ils sont avec leurs alliés, ils sont 139.
pense, c'est le groupe principal dans l'hémicycle. Oui. Et je vous indique qu'à l'instant, le texte qui voulait rendre systématique la mention de l'origine des denrées alimentaires sur les étiquettes vient d'être rejeté par l'Assemblée nationale, par les députés. C'est le dernier vote là à l'instant. Il y en a d'autres encore hein, jusqu'à minuit. Une autre question, Lou Fritel. Il se trouve qu'il y avait des législatives anticipées aux Pays-Bas hier. Est-ce que le résultat de ces législatives doit faire réfléchir le Rassemblement national? Geert Wilders, que l'on donnait grand favori, termine finalement au coude à coude avec le Parti progressiste et il va perdre 11 sièges et ne deviendra pas Premier ministre. Alors déjà, Geert Wilders a réussi à rentrer dans une coalition avant et n'a pas réussi à imposer ses vues sur l'immigration. Donc de ce point de vue-là, c'est un échec. Il paye ça. Mais aussi une chose, c'est l'absence de, enfin c'est plutôt l'absence de porosité ou en tout cas une porosité contenue entre la droite traditionnelle et ce parti populiste nationaliste qui est très proche sociologiquement et en termes d'idéologie de celui de Marine Le Pen. C'est pas un parti spécialement très libéral, c'est un parti qui a réussi aussi à capter la grogne des agriculteurs. Je vous rappelle qu'il y a eu des gros mouvements agricoles d'ampleur en 2019-2020 aux Pays-Bas. C'est peu ou prou ce qui s'est passé chez nous il y a 2 ans. Et Marine Le Pen a su aussi capter cette colère-là. Pour Marine Le Pen, ça peut être un avertissement sur une chose, c'est que le cordon sanitaire existe, il existe en Europe aussi. Et d'ailleurs, Geert Wilders fait partie de son groupe au Parlement européen, les Patriotes pour l'Europe. Et les Patriotes pour l'Europe n'arrivent pas à faire voter des textes. Ils sont encore tenus loin de la prise de décision. Et juste une toute dernière chose pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport à cette question d'alliance ou pas alliance, etc. Marine Le Pen, si elle ne parle pas non plus de droite, c'est parce que pour elle, la seule élection qui compte, c'est la présidentielle. Or, l'union des droites n'est une stratégie que si vous vous placez dans la perspective de législative et en fait des modèles qui sont partout en Europe, c'est-à-dire parlementaires, mais le nôtre n'est pas un modèle parlementaire, c'est un modèle semi-parlementaire. C'est pour ça aussi qu'elle évite de parler de droite et qu'elle essaie d'élargir. Mais Elsa et Stéphane, vous êtes d'accord ce soir pour dire qu'une digue a quand même sauté aujourd'hui? Oui, tout à fait. Puisque assumé, les députés Horizon, les députés de la droite républicaine ne se sont pas cachés. Ils ont assumé leur vote après sur les plateaux, etc. Donc, oui. Bien sûr, oui. Une de plus, hein. C'est pas la première. On en a tous les 15 jours. Il n'y a pas longtemps, Laurent Wauquiez, pour ne citer que lui, mais on pourrait citer d'autres personnes, disait qu'il ne censurerait pas, a priori, un gouvernement socialiste ou un gouvernement Rassemblement national. Ça aussi, on en avait un petit peu parlé, mais pas tant que ça. Vous aviez pour la première fois un représentant de la droite républicaine disant « S'il y a une majorité étriquée, une majorité relative avec des députés RN, nous ne censurerons pas a priori. » Ça aussi, c'était un élément important. J'insiste, cette victoire symbolique, c'est surtout parce que ça porte sur un texte lié à l'immigration en filigrane, c'est les relations entre la France et l'Algérie. Eh bien, merci à tous les trois d'être venus ce soir sur le plateau de Chaque Voix compte. Dans un instant, c'est la question qui fâche. On va reparler du budget, les amis. C'était une pause aujourd'hui pour la niche parlementaire du RN, mais demain, le marathon budgétaire reprend avec au menu, attention, la taxe Zuckman. Nous allons en débattre dans un instant avec nos 3 prochains invités. On va se demander si le budget n'est pas devenu invotable depuis le début de ces débats budgétaires. Pardon. Bon, et en attendant, c'est quelle histoire? Et c'est Laurent Kimier. Vous avez remarqué ce soir, Laurent est un peu dans la lune. Oui, je suis dans la lune, Adeline, je le confesse, parce qu'il ne se passe plus un jour sans que le retour des humains sur la lune ne soit dans l'actualité. Ce matin, par exemple, à Pékin, regardez cette photo, 3 hommes sont présentés à la presse, ils vont rejoindre la station spatiale chinoise, ils décollent demain soir. Un seul objectif de cette station spatiale et de ce programme, retourner sur la Lune avant 2030. D'ailleurs, 2029 serait préférable côté chinois, parce que ce sera les 80 ans de la République populaire de Chine. Et puis surtout, ils veulent débarquer sur la Lune avant les Américains, où là, Donald Trump aimerait bien que ça soit avant 2028, avant la fin de son mandat. Et d'ailleurs, je crois que c'est très symbolique que cette annonce se soit faite alors qu'à quelques kilomètres de là, en Corée du Sud, Trump et Xi Jinping se serrent la main, mais n'ont évidemment officiellement pas du tout parlé de cette course à la Lune. Je pense qu'il ne fallait pas gâcher l'ambiance. Oui. Mais alors, pourquoi est-ce que la conquête de la Lune, et puis la conquête de la planète Mars aussi, pourquoi est-ce que ces conquêtes semblent toujours autant obséder les grands de ce monde? Parce qu'aujourd'hui, comme il y a 50 ans, la conquête de l'espace est le Graal de la communication politique. Il y a tout dedans. L'affirmation de la puissance,
le moyen de belles punchlines politiques et en plus beaucoup d'humains, beaucoup d'émotions, l'étoffe des héros. Le plus bel exemple de ce cocktail narratif magique, c'est le discours qui a tout lancé, Kennedy, 12 septembre 1962. Regardez. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Alors vous l'avez vu, Adeline, il y a bien mon cocktail, la puissance, nous serons les premiers à aller sur la Lune, la punchline, on n'y va pas parce que c'est facile, mais parce que c'est compliqué. Mariette, hein, c'est du Kennedy pur sucre. Et puis l'émotion dans la voix du président et qui est palpable dans la foule. Et alors Donald Trump, comment est-ce que lui s'y prend pour entretenir ce mythe lunaire ? Alors, Trump ne promet pas la Lune, il promet Mars, lors de son discours d'investiture en janvier dernier, mais avec, au fond, vous allez le voir, les mêmes ingrédients. And we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars. Vous l'avez entendu, hein, Adeline, Destinée manifeste, c'est la colonne vertébrale de l'histoire américaine depuis le milieu du 19e, cette doctrine qui dit, en gros, en substance, les États-Unis ont le droit, ou même le devoir, de conquérir l'Ouest, puis la planète, et maintenant les étoiles. Nos trois ingrédients sont là, la puissance, la punchline, planter le drapeau américain sur la planète Mars, et puis l'émotion, parce qu'on a vu des gens se lever. Et d'ailleurs, Joe Biden et Kamala Harris applaudissent à ce moment-là le discours du président. Mais on a aussi vu, Laurent, le milliardaire Elon Musk qui participe à cette course à l'espace. Et lui qui bouge bien, hein, il est très très content. Alors c'est vrai que depuis ils se sont fâchés tous les deux, ce qui d'ailleurs ravit les Chinois, il faut le savoir, parce qu'à force de se taper dessus entre Américains, entre la NASA et SpaceX, eh bien le match est en train de tourner à l'avantage de Pékin. C'est pas moi qui le dis, ce pronostic, c'est Thomas Pesquet lui-même qui le formule dans Paris Match cette semaine. Il raconte comment il se prépare dans le cadre du programme, côté américain. Mais regardez ce qu'il dit sur cette bataille, c'est très intéressant. Il le dit, quand Trump et Musk s'embrouillent sur X, les conséquences sont assez directes sur le programme spatial. Les Américains sont obsédés par cette rivalité avec les Chinois. Bizarrement, c'est un peu ça qui va protéger le programme. Bon, mais au-delà de commenter le match entre les Chinois et les Américains, Thomas Pesquet, est-ce qu'il a une chance d'être notre Neil Armstrong à nous ? Alors, il fait campagne, hein, c'est comme un homme politique, il fait campagne dans le concert de ce programme et de cette conquête spatiale. Il y a beaucoup de candidats pour être l'un des 3 représentants de l'Europe sur la Lune. Il y aura 3 fauteuils dans le vaisseau pour les Européens. La France est l'un des 3 plus gros bailleurs de fonds de notre continent. Et Pesquet le dit lui-même, ça comptera au moment d'attribuer les places dans le vaisseau. Vous voyez que je reste très terre-à-terre, Adeline. Ouais. On a marché sur la thune avec vous, c'est toujours comme ça. Hein. L'argent, toujours l'argent. Elle est imbattable. Merci. Laurent, on passe à la question qui fâche. Et j'accueille sur le plateau de Chaque Voix compte Laurent Baumel, député PS d'Indre-et-Loire. Bonsoir, merci d'être là aux côtés de François Jolivet, député Horizon de l'Indre, et Corentin Le Fur, député LR des Côtes-d'Armor. Bonsoir à tous les 3. Merci d'être là sur le plateau de Chaque Voix compte. Le marathon budgétaire a donc fait une pause aujourd'hui pour la niche parlementaire du RN dont on vient de parler dans l'émission. Je voulais d'ailleurs vous demander, vous avez fait quoi, vous, aujourd'hui, de cette pause dans le marathon budgétaire ? Préparer les amendements et les discussions de demain et la suite de la discussion. Réunion sur le logement. Moi, j'étais dans l'hémicycle. Vous avez voté ? Cet après-midi, oui. Les débats budgétaires donc, qui reprennent demain avec ce qui est considéré comme l'acmé de ce moment parlementaire, l'examen de l'article 3 du projet de loi de finances qui contient les amendements sur la fameuse taxe Zuckman. C'est Maïté Frémont qui pose ce soir la question qui fâche. Bravo de continuer le suicide budgétaire, toujours dans la même direction. Il se passe du spiritisme dans cette salle, on entend des voix qui viennent des couloirs de Bercy, de Matignon, c'est incroyable. Je pense qu'il va falloir maintenant vous faire soigner. S'il vous plaît.
S'il vous plaît. Je vois bien qu'ici, certains groupes ne veulent pas que la France ait un budget. Merci. Dans la question qui fâche ce soir, un peu de bruit et de fureur sur le budget, mais pas que. On est loin du théâtre et du chahut des débats sans enjeu, parce que condamnés, comme avant, au court-circuit du 49-3. Comme si ces députés qui n'ont jamais eu autant de pouvoir sous la Ve République avaient enfin décidé de s'en saisir. Scrutés par les observateurs de la vie politique, les parlementaires au travail tentent tant bien que mal de gravir des montagnes de plus en plus hautes. L'édito avec Mathieu Jolivet ce matin, et plutôt que sur le fond, on va revenir sur la forme des débats budgétaires à l'Assemblée. Mathieu, ce que vous nous dites, c'est qu'ils s'enlisent, ces débats, qu'on prend du retard et que leur tourne. Oui. Sur la forme, un marathon budgétaire trop lent, mais sur le fond. Ça ressemble à rien, ça ressemble à un marché, à un espèce de troc, des patates contre des haricots, contre des poireaux, et puis chacun est content. Toutes les 2 heures, il y a une nouvelle personne, un nouveau groupe qui est content, mais on n'y comprend plus rien. Les observateurs de la vie politique sont-ils à la traîne sur le jeu du parlementarisme, ou est-ce un budget sans queue ni tête ? Le vote surprise du Rassemblement national d'un amendement LFI qui a porté à 26 milliards un impôt supplémentaire sur les entreprises, les multinationales. Ça a pour effet de rendre totalement invotable pour les macronistes leur propre budget, quand bien même ils voudraient le voter. Alors y aura-t-il un accord au bout du chemin ? Le point d'orgue des débats arrive demain avec la taxe Zuckman. Vous suivez ça minute par minute, on en est où ce matin ? C'est la folie fiscale. La folie, jamais vu ça. Je pense que là, il est urgent que l'examen échoue au Parlement pour en revenir exclusivement à la version initiale déposée par le gouvernement. Alors la question qui fâche ce soir, la voici. Ce budget est-il devenu invotable ? Alors j'ai face à moi 3 députés qui ont participé donc à ce débat budgétaire. Suicide budgétaire, folie fiscale, massacre, budget sans queue ni tête. Voilà quelques-unes des expressions que l'on vient d'entendre. Est-ce que vous vous dites ce soir que vous avez engendré un monstre ou que finalement c'est le jeu du parlementarisme ? N'hésitez pas à vous lancer. Allez, Corentin Le Fur. Alors, non, en clair, sur le budget invotable, depuis cette taxe à 26 milliards, oui, il est invotable. C'est plus du matraquage fiscal, là, c'est de la sulvateuse fiscale. Et déjà qu'il y avait des choses qui ne nous allaient pas dans ce budget, mais là c'est en effet pas possible. En revanche, le cheminement continue et il faudra compter sur le Sénat pour l'améliorer dans une version plus acceptable. Vous dites, comme Nicolas Dos qu'on vient d'entendre dans son édito sur LCI, qu'il est urgent que ce texte finisse par partir au Sénat. Non, on a la suite des débats et on ne doit pas les négliger parce qu'il y a encore beaucoup de questions qui sont extrêmement importantes pour les Français, pour le pouvoir d'achat des Français, de la France qui travaille, des classes moyennes. Et donc on ne peut pas occulter ces débats. Mais on ne peut pas faire comme si on n'avait pas eu une taxe nouvelle extrêmement prohibitive. Est-ce que vous aussi, vous vous êtes dit, mardi soir, quand il y a eu cet amendement Coquerel qui a été voté, à la surprise, parce qu'il y a eu les voix du RN qui sont venues permettre l'adoption de cet amendement, est-ce que vous vous êtes dit, bon, c'est là que ça a dérapé? Est-ce que c'est le moment, comme vous venez de le dire, Corentin Le Fur, et je m'adresse à François Jolivet, est-ce que c'est là que c'est parti en vrille, pardonnez-moi l'expression, mais jusqu'à mardi, on se disait, ce sont des débats de bonne tenue, le parlementarisme est à l'œuvre. Si vous voulez, moi, ce que je retiens de ces quelques jours de débat en hémicycle, c'est que j'ai l'impression que les chefs d'entreprise sont devenus les ennemis de la France. Parce qu'il y a beaucoup de litanies de textes qui arrivent et d'amendements qui ajoutent, et qui ajoutent, et qui ajoutent. Et là, vous disiez, madame, tout à l'heure... Finalement, est-ce que ce texte est encore votable? Les parlementaires ont le pouvoir, puisqu'il n'y a pas de 49.3. Mais la ministre de Montchalin a bien expliqué quelles étaient les conséquences, d'une part, et surtout que ces 25 milliards ne feraient même pas 25 €. Puisque lorsqu'on ne respecte pas les traités bilatéraux, eh bien, la France perd. Et en fait, je crois que c'est plutôt un coup d'esbrouf. Et je ne pense pas qu'il faut donner une nombre plus grande à ce vote. Comme d'ailleurs à d'autres, même que ce matin. Et voilà, j'ai le sentiment profond que ce que doivent retenir les Français, c'est que ceux qui donnent du travail à 30 millions de personnes chez nous, aujourd'hui, vont être plus taxés. Et je mets de côté cet impôt à 25 milliards. Laurent Baumel, sur cette taxe universelle sur les multinationales votée avant-hier soir, qui est donc censée rapporter 25-26 milliards, c'est intéressant ce que disait Philippe Brun ce matin dans Libération. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est un amendement qu'on dépose nous-mêmes depuis des années. On le soutient par principe, mais en réalité, il est inopérant, car il est contraire à 121 conventions fiscales. On l'a voté pour ouvrir le débat.
Alors, d'abord, je voudrais vous dire une chose. Je suis là ce soir sur votre plateau en présence de collègues de droite et je pourrais moi aussi, à mon tour, vous expliquer que ça manque de justice fiscale dans ce budget. Vous êtes là pour ça, voilà. C'est pour ça que mais vous êtes là. On a eu ces débats pendant des milliers d'heures, on va les avoir à nouveau demain dans une théâtralisation totale, avec d'un côté les partisans de la justice fiscale et de l'autre les dénonciateurs de la folie fiscale. Très bien, on peut continuer comme ça pendant des heures, mais à un moment donné, la question à laquelle on est confronté, c'est est-ce qu'on est capable dans ce pays aujourd'hui de comprendre que le pluralisme politique fait qu'il n'y a pas de majorité, que personne ne peut imposer son point de vue à personne, et que si on veut que ce budget soit à la fin le budget du pays, il va falloir que tout le monde fasse des concessions sérieuses. C'est-à-dire qu'il va falloir que tout le monde ait à la fin dans ce budget des choses qui ne lui plaisent pas, et qu'il arrête de les dénoncer. Parce que moi, je suis de gauche, mais je sais que la droite existe. Voilà. Et les gens de droite doivent comprendre que la gauche existe. Alors, est-ce que donc, François Jolivet, Corentin Le Fur, est-ce que vous avez conscience que la gauche existe ? Bien évidemment. Bon, alors, tout le monde est d'accord sur ce point. Nous sommes des voisins, donc on se connaît bien. Et on travaille ensemble sur les territoires. Sur les territoires, on travaille ensemble. Indre-et-Loire et Indre. Voilà. Hein, je rappelle les deux circonscriptions. On est tous conscients de la réalité de ce Parlement. Personne n'a de majorité. C'est une réalité. On a une oui, mais quand on entend les économistes, les observateurs du débat dire mais en fait, vous êtes partis dans un massacre budgétaire, dans une folie fiscale qui n'a plus ni queue ni tête. Mais ça, c'est un point de vue dans le débat. C'est un point de vue, vous pensez ? Oui, c'est pas un point de vue objectif. Nicolas Dos, c'est pas quelqu'un d'objectif, madame. Il n'y a pas que lui. Hein. Non, mais bien sûr, c'est un éditorialiste, il a le droit d'avoir son point de vue. Mais c'est un point de vue. Et donc, à un moment donné, la question, c'est pas de répéter à l'infini. On est dans une société où finalement chacun est dans son couloir, parle à ses bases militantes, à ses troupes, à ses sympathisants, répète en boucle son point de vue, mais on atteint les limites là. C'est-à-dire que la semaine prochaine, si on continue comme ça, le pays n'a pas de budget et on retourne aux urnes. Et on retourne aux urnes dans une situation où probablement on aura le même résultat à la fin. C'est-à-dire de nouveau un Parlement ingouvernable. Donc il va falloir qu'on trouve un compromis, c'est-à-dire qu'il faut que les gens de gauche acceptent l'idée que ce budget ne sera pas un budget, ne sera pas leur budget, mais il va falloir que les gens de droite comprennent aussi que ce budget ne sera pas leur budget. Donc demain, il va falloir que ça avance sur la taxation des patrimoines. Et si on veut sortir la taxe, Philippe Brun a raison, si on veut sortir la taxe attaque du budget, ça veut dire que d'autres choses vont devoir rentrer. La taxe attaque, c'est l'amendement porté par Éric Coquerel mardi soir, l'amendement sur les 26 milliards. Si le gouvernement et ceux qui le soutiennent veulent la sortir, ce que je peux comprendre, il va falloir que d'autres choses rentrent dans ce budget. C'est aussi simple que ça. Laurent Baumel, vous venez de prononcer le mot que ne supporte plus d'entendre Mariette Darrigrand. Mariette Darrigrand, elle est sémiologue. Elle interroge le sens des mots. Et Mariette, ce soir, ce mot de compromis, vous n'en pouvez plus. J'en peux plus, mais ça me fend le cœur de le dire, parce que c'est un très très beau mot, compromis, hein, évidemment. C'est un mot ancien dans notre langue, mais là, il a été abîmé, mais je crois qu'il faut le mettre à la poubelle. On va voir pourquoi. Mais il commence dans l'ancien français juridique. Il y avait ce qu'on a appelé des gens qui se mettaient à parler ensemble, hein, c'est-à-dire cum, ça veut dire vraiment ensemble, et se promettaient quelque chose. C'est un engagement fort qui est pris devant un tiers. Alors ça peut être un maire, ça peut être un juge. On a ça encore aujourd'hui, Adeline, quand on fait par exemple un compromis de vente. Ah, bien sûr. Voilà, donc c'est une promesse très forte et qui annonce quelque chose d'heureux, de nouveau, une chose va commencer. Ça a même voulu dire à un moment donné se fiancer, se compromettre. Bon, alors au fil du temps, les choses se noircissent, hein, si vous voulez, et dans la société du 19e en particulier, là, quand on disait, en particulier, une femme était compromise lorsqu'elle parlait un peu trop à un autre homme que son mari dans la bonne société. Oui. Donc l'ordre moral arrive et le mot se colore de manière un peu noire. Alors, je crois que à ce moment-là, c'est à ce moment-là que le mot il devient très problématique et vous avez du mal à l'utiliser en politique parce que compromis se rapproche de compromission. Et compromission, c'est négatif, il n'y a pas de doute. Hein. Ça veut dire trahison, en gros. Voilà. Donc, si on revient à vous dans la situation actuelle, je crois que ce mot, il est prisonnier de son histoire, de notre histoire culturelle, de notre histoire linguistique, et donc il n'arrive pas du tout à se moderniser. Et pourtant, on l'entend au Parlement européen, par exemple, on parle de majorité de compromis qu'on a réussi à trouver. Oui, c'est le même mot hein, en anglais, enfin c'est compromise, mais c'est la même chose. Et effectivement, à ce moment-là, parce qu'il tombe dans des cultures politiques différentes de la nôtre et beaucoup plus parlementaristes, là, il arrive à innover, à
porter quelque chose. Mais chez nous, ça ne se passe pas. Et effectivement, les politiques, on a l'impression qu'ils sont en train de se dire « Ah ben si je vote avec un parti adverse, alors mes électeurs vont penser compromission, vont penser trahison, ils vont penser que je les trahis, que je trahis nos idéaux. » Alors dans ce contexte, on voit bien le blocage, c'est-à-dire plus le Premier ministre emploie le mot, plus Amélie de Montchalin, notre ministre des Comptes publics, prône la sagesse du compromis, c'est pareil pour notre ministre de l'économie, Roland Lescure, et moins les partis arrivent à s'en servir et à en faire. Ah, qu'est-ce qu'il nous reste à faire alors? On le met à la poubelle, ce mot compromis? Oui, on change de mot. Ouais. On en essaye un autre, que d'ailleurs vous avez prononcé, Laurent Baumel. Un autre mot, mais alors il faut bien voir ce qu'il contient, c'est concession. Et concession, c'est beaucoup plus radical, hein, c'est dur, c'est vraiment dur, c'est hard. Et pourquoi c'est intéressant à ce moment-là? Parce que compromis ne fait plus son travail, en quelque sorte. Parce que dans concéder, Adeline, il faut entendre céder. Et céder, c'est douloureux. Céder, c'est difficile. Il y a beaucoup d'émotions difficiles. Hein. Il y a du regret, il y a peut-être des larmes. On peut penser à des émotions quand les politiques sont sincères. Ils éprouvent aussi des émotions. On peut penser à ce qui s'est passé pour Elisabeth Borne, quand même, quand elle a accepté. Quelle concession, hein, que sa réforme pour laquelle elle s'est battue ici même à l'Assemblée, tant d'heures de travail, les équipes aussi. Et tout d'un coup, il faut faire autre chose. Donc, c'est la même chose pour demain. Vous allez voir la taxe Zucman. Ceux qui la voulaient dans la première version n'auront pas gagné. Donc, les députés, les politiques, quel que soit leur bord, doivent effectivement apprendre à perdre ou gagner. C'est pas faire des petites rencontres au milieu. C'est tiède, ça. C'est pas du tout ça. Ils ont donc des émotions devant eux, des émotions difficiles. Et un mot doit rendre justice à ça, de la part du public aussi. Nous devons, nous aussi, penser que c'est pas facile pour eux. Ils doivent faire preuve de courage, un courage nouveau, je crois, mais qui est très nécessaire à notre vie politique aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêt à des concessions? Mais écoutez, je suis dans un parti politique qui est prêt à des concessions parce qu'on veut un budget. Alors, pas n'importe lesquels, tout le monde connaît, non pas les lignes rouges, mais les lignes qui sont les nôtres. Mais je pense, madame, que les députés, il faut qu'ils prennent encore plus de hauteur que vous ne le dites. Il faut qu'on se sorte de ce microcosme qui s'appelle l'Assemblée nationale. Parce qu'on fait beaucoup de bruit, il y a beaucoup de bruit, la presse relaie beaucoup de bruit, mais je crois que les Français ne comprennent pas. Et quand ils regardent ce qui se passe dans le monde autour de nous, nous, on cherche les premiers ministres, les majorités de concession. Et puis quelque part, la guerre continue en Ukraine. C'est drôle, on en parle beaucoup moins dans la presse. On ne regarde pas les manœuvres aujourd'hui des Russes au nord de la Finlande et de la Suède et de la Norvège. On ne parle pas des gens qui sortent de Somalie et qui entrent en Algérie toutes les nuits et qui grandissent et qui sont dans le Sahel. On ne parle pas de ces choses-là. En revanche, les Français, ils entendent ce bruit-là. Et je crois qu'il faut que nous prenions de la hauteur. Ce qu'il nous faut, c'est un budget. Ce qu'il nous faut, c'est les 6,3 milliards pour le ministère de la Défense, qui en a besoin. Et si c'est la loi de finances 2025 qui est renvoyée, eh bien, on ne les aura pas. Ce qu'il nous faut, c'est des parlementaires qui s'extraient de ce microcosme et qui pensent aux Français. Moi, je suis député d'un département où j'ai un grand groupe chinois qui veut acheter une entreprise, d'ailleurs, qui se partage entre l'Indre et l'Indre-et-Loire, qui s'appelle le groupe GMD. Et bien voilà, on en voit des signaux faibles. Ça, c'est la réalité. Donc, ils se disent, qu'est-ce qu'on fait? Mon collègue a une entreprise qui est dans la tourmente, en Indre-et-Loire, qui a créé beaucoup d'emplois sur toute la région centre. Qu'est-ce qu'on fait? Quels signaux faibles on envoie? Et en fait, moi, je veux qu'on revienne au principe de réalité, qu'on soit rattrapé par le principe de réalité. Et Philippe Brun dit très bien dans l'IB que le truc à 25 milliards, ça ne marchera jamais. Sinon, on fait du Trumpisme, on dénonce les accords bilatéraux. Donc, c'est-à-dire que la France mène une autre politique étrangère en matière économique. Ça ne peut pas marcher. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas concéder des choses, mais ce qu'il faut, c'est être gouverné par les objectifs. Voilà. Corentin Le Fur, la ligne des LR depuis lundi dernier, ça a été de dire on vote contre toutes les hausses d'impôts. Stop les impôts. Alors, déjà, moi, le mot de compromis, je trouve que c'est un beau mot, qu'il est important. Et d'ailleurs, le groupe LR a fait les compromis. Il est beau, mais il faut le mettre en acte. Ça, c'est dur. A accepté de ne pas censurer un gouvernement, a accepté de le soutenir, même parce que nous avons besoin d'un budget. Et participe pleinement au débat pour aussi défendre nos lignes. C'est pas parce qu'on accepte d'avoir un budget qu'on est parfaitement conscient qu'il faut absolument à la France un budget qu'on peut tout accepter. Et donc, notre rôle en tant que parlementaire, quand on a des convictions, c'est de les défendre et c'est de faire valoir nos idées. Et moi, ce que je constate, c'est qu'on est le pays qui dépense le plus de toute l'Europe. Et on est le pays qui taxe le plus d'Europe. On a à la fois le taux de dépenses publiques le plus élevé de tous nos voisins, et on a le taux de prélèvement obligatoire, donc les taxes, les impôts, les cotisations, le plus élevé. Donc évidemment qu'il faut réduire notre dette et notre déficit, parce que ça nous coûte très cher. 70 milliards uniquement sur la charge d'intérêt de la dette
Donc ça devient le plus gros budget de l'État. Donc il faut absolument réduire notre dette et donc faire qu'on n'ait plus de déficit, qu'on ait des déficits le moins grand possible. Et donc pour ça, nous on est parfaitement très clair aussi sur notre ligne, il faut arrêter de taxer les Français, la France qui travaille, et accepter aussi d'arrêter de taxer en permanence les entreprises. Parce que donc quelle sera votre position demain? C'est l'économie française qui risque de chuter. Quelle sera la position des LR demain sur la taxe Zuckman ou sur ces éventuelles modifications sur une taxe Zuckman allégée? La taxe Zuckman, c'est une mauvaise taxe. C'est une taxe qui est anti-économique parce qu'elle intègre le patrimoine des entreprises, donc elle va inciter les entreprises à vendre une partie de ce capital. Donc, en termes de souveraineté française, de souveraineté économique, c'est un très très mauvais signal qui va nous défavoriser. Laurent Baumel, c'est l'heure de vérité demain? Vous voyez la difficulté du débat. Le titre de votre débat, c'est « Le budget est-il devenu invotable ?» Et finalement, on est là sur le plateau et chacun réexprime ses positions. Moi, je pourrais vous faire 5 minutes. C'est ce que j'ai dit. Non, pas vous. Je pourrais, Corentin peut-être davantage, je pourrais vous faire 5 minutes sur pourquoi je trouve que la taxe Zuckman est au contraire un bon outil de justice fiscale. Mais peu importe, les arguments ont été échangés, rééchangés, y compris ici, partout. Je pense que maintenant, à peu près tout le monde sait de quoi il retourne. Et on ne parviendra pas à dissoudre quelque chose de très important qui est le pluralisme des vérités. Le pluralisme des vérités, il est irréductible. Voilà. Donc la question, c'est comment on travaille à partir de ça. Et effectivement, le mot concession, il est très important, parce que vous l'avez dit, une concession, c'est douloureux. Une concession, ce n'est pas quelque chose qu'on veut faire, c'est quelque chose qu'on ne veut pas faire. Un renoncement. C'est un renoncement. Donc aujourd'hui, nous, par exemple, on a renoncé à Matignon. Plus exactement, on a renoncé à censurer le fait qu'on n'a pas été appelé à Matignon, alors qu'on estime, à tort ou à raison, avoir plutôt gagné les élections législatives que perdu. Bon. Mais les socialistes ont décidé que ce n'était pas une raison pour tout foutre en l'air, et on continue à discuter avec un gouvernement. Mais on veut des concessions réelles pour pouvoir demain nous retourner vers nos électeurs et dire on n'a pas tout obtenu, mais on a obtenu suffisamment pour participer en responsabilité au fait que ce pays ait un budget. Si demain soir, à la même heure, la taxe Zuckman ou la taxe Zuckman allégée sont rejetées, est-ce que vous baissez le pouce? Est-ce que vous appuyez sur le bouton de la censure? Je ne sais pas si demain soir on réunira nos instances pour décider d'une censure. Mais ce qui est certain, c'est que si on n'obtient rien, aucun signal, et surtout aucune disposition concrète permettant d'avoir, si vous voulez, les 10-15 milliards dont on a besoin ensuite pour épargner les couches populaires et moyennes, notamment dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale, ce sera difficile pour nous de s'orienter vers le fait de laisser passer ce budget, et donc on sera... Que ça s'appelle Zuckman ou autre chose, en fait. Oui, on n'est pas dans la fétiche... On défendra la taxe Zuckman avec enthousiasme et vigueur dans l'hémicycle, mais après, on n'est pas dans la fétichisation des outils. C'est le rendement qui va compter. Oui. Il est possible le chemin? Moi, je pense qu'il faut attendre les débats. Il faut d'abord attendre les débats. Et puis, c'est vrai que le principe de la taxe Zuckman, tel qu'elle nous est exprimée aujourd'hui, c'est un peu compliqué de mettre l'outil de travail dans la taxe, parce que, voilà, bon. Moi, ce que je crois beaucoup, c'est que la France, elle a besoin de stabilité, tout de même, dans un monde qui est dangereux. Je suis redondant. C'est devenu la troisième préoccupation des Français. Voilà. Et moi, pour moi, c'est la première. Et dans mon département, on parle évidemment d'impôts, mais pas autant que j'en entends parler à l'Assemblée nationale. On ne parle pas beaucoup de la taxe Zuckman, on ne parle pas beaucoup des cotisations sociales, on ne parle pas du tout de la retraite, mais on me parle de la guerre. Voilà. Eh bien, le débat, demain, à l'Assemblée nationale, dès 9h, à suivre en direct toute la journée spéciale sur LCP Canal 8. Ce sera donc à partir de demain. Vous restez là parce que tout de suite, c'est le journal de l'Assemblée nationale. C'est Bourbon Express et c'est présenté par Marco Pommier. Bonsoir Marco. Bonsoir Dans Adeline. votre Bourbon Express, on commence par une visite qui a beaucoup fait parler d'abord. Oui, la visite de Gérald Darmanin à Nicolas Sarkozy. C'était hier soir à la prison de la Santé. 45 minutes d'entretien avec l'ancien président, incarcéré depuis le 21 octobre, condamné en première instance dans l'affaire des soupçons de financement libyen pour sa campagne en 2007. Alors que faut-il penser de cette visite du ministre de la Justice? Eh bien, on a posé la question aux députés ce matin dans la salle des 4 colonnes. C'est pas une surprise, il l'avait annoncé. Il avait annoncé qu'il irait rendre visite au président de la République. Il l'a fait.
tout comme il lui arrive fréquemment, il l'a dit lui-même, de rendre visite à des détenus en prison pour s'assurer aussi du bon fonctionnement du milieu carcéral. Mais on ne peut pas reprocher à Gérald Darmanin que sa personne habite sa fonction à n'en avoir quelqu'un pour qui il a estimé affection. Mais ça donne vraiment l'impression d'un deux poids deux mesures. Ça donne l'impression qu'il y a du favoritisme envers M. Sarkozy et que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne quand il a commis des actes délictuels ou criminels. Vous pensez qu'il abîme un peu la fonction de garde des Sceaux? C'est pas la première fonction qu'il abîme. Voilà, Gérald Darmanin, donc à la prison de la Santé. C'était pas le seul cette semaine à se rendre à la prison de la Santé. Non, c'est vrai. Deux insoumis ont exercé lundi leur droit de visite parlementaire dans la prison parisienne. Daniel Obono et Ugo Bernalicis. Ils ont visité le quartier d'isolement où est détenu Nicolas Sarkozy, sans le rencontrer pour autant. Mais leur visite a tourné au bras de fer avec l'administration pénitentiaire. Parce que je vous rappelle que quand j'arrive sur place avec Daniel Obono, l'administration nous dit vous ne pourrez pas y aller avec vos téléphones, vous ne pourrez pas y aller avec les journalistes, vous ne pourrez pas y aller avec vos attachés parlementaires parce que nous en avons l'instruction sans nous dire même de motivation et de raison. Pour lui, c'est clairement une entrave parlementaire. Vous l'avez vu dans cet extrait à côté d'un avocat, car il a saisi le tribunal administratif qui lui a donné tort. Hier, le juge a estimé que sa demande d'accès était infondée. On change de décor maintenant. Vous nous emmenez, Marco, ce soir à la commission des affaires culturelles, où l'ambiance était particulièrement électrique aujourd'hui. Oui, c'est le cas de le dire. À l'occasion de l'audition de Rachida Dati, hier, l'insoumise Sarah Legrain a interrogé la ministre de la Culture sur la cohérence de ses positions avec celle du camp présidentiel sur les moyens financiers affiliés au Centre national du cinéma, au Centre national de la musique. Écoutez la question de la députée. Le RN veut détruire ce modèle, tout laisser aux appétits de Bolloré. Nous, insoumis, nous voulons le renforcer. Et vous, où êtes-vous? C'est comme un peu pour les municipales, on ne comprend plus bien où vous en êtes dans le bloc central. Eh bien, il n'en fallait pas moins pour piquer au vif la ministre de la Culture. Vous me dites où êtes-vous, Madame Legrain? Je suis à la bonne place. Je sais que ça vous dérange. Mais à un moment donné, ça devient suspect, ces attaques de cette gauche. Je sais que ça vous dérange. Je vous ai toujours dérangé, je vais continuer non seulement à vous déranger, mais à la place où je suis et où je serai, je vous dérangerai toujours. Voilà, c'était cet après-midi à la commission des affaires culturelles. Hier, exactement. Les moyens pour la culture, ça fait partie des discussions budgétaires en cours. On en est où avant la reprise des débats demain? Parce que vous savez qu'il a un compteur, Marco. J'ai un compteur. Je vais vous faire le point tout à l'heure. Mais hier soir, l'Assemblée a voté plusieurs amendements LFI et RN pour alourdir la fiscalité des grandes entreprises. Par exemple, pour abaisser le seuil de déclenchement de l'impôt minimum de 15% sur les multinationales. Sans oublier cette taxe sur les rachats d'actions ou encore cette taxe exceptionnelle sur les superdividendes. Et puisque vous vouliez un point sur le compteur des amendements, il en reste 1412. C'est énorme. On voulait aussi parler d'une petite lueur d'espoir pour les éleveurs bovins ce soir. Oui, bonne nouvelle pour nos éleveurs, a annoncé sur X aujourd'hui Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture. Les exportations de bovins vont reprendre à partir du 1er novembre, après une suspension d'une quinzaine de jours pour éviter la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse. Plus de 2600 bêtes abattues à cause de cette maladie. Et quant à la suspension des exportations, eh bien, c'était un manque à gagner énorme pour les éleveurs, car chaque semaine, la France exporte des milliers de bovins vers l'Italie, vers l'Espagne. Aujourd'hui donc, la situation sanitaire s'améliore, mais elle reste compliquée dans les Pyrénées-Orientales, dans le Jura aussi. Mardi, la ministre a reconnu qu'on n'avait pas assez de vaccins. Et vous avez raison de dire qu'en la matière, il nous faudrait davantage de laboratoires français, et nous en avons d'excellents, qui puissent fournir des doses en très grande quantité. Mais pour l'instant, on est au combat, on est au front. Il faut se concentrer sur les zones réglementées où il y a des foyers infectieux. C'est la priorité. Et le combat continue, notamment pour Nicolas, cet éleveur que vous aviez découvert dans Chaque Voix compte. Il avait perdu la quasi-totalité de son troupeau, un témoignage très fort. Eh bien, il nous a donné des nouvelles, Nicolas. Regardez les photos, vous les voyez. Les quelques vaches qu'il avait réussi à sauver ont eu l'autorisation de revenir à la ferme totalement désinfectée. La vie reprend doucement, mais sûrement. C'est une bonne nouvelle. Vous avez beaucoup ému, Nicolas, dans Chaque Voix compte. C'était l'émission consacrée aux agriculteurs. Merci Marco. Je suis étonnée que vous n'ayez pas fêté un anniversaire aujourd'hui. C'est l'anniversaire de Gabriel Zucman.
Alors on verra si demain c'est sa fête à l'Assemblée nationale, mais en tout cas, il a fêté ses 39 ans aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là tous les trois ce soir sur le plateau de Chaque Voix compte. Demain donc, le débat budgétaire qui reprend à l'Assemblée nationale, ce sera à vivre en direct dès 9h. Chaque Voix compte exceptionnellement à 20h demain soir pour une édition spéciale. Cette émission est rediffusée tout à l'heure à 23h30. On vous souhaite de passer une excellente soirée sur LCP. Dans un instant, vous avez évidemment rendez-vous avec Débat Doc et avec Jean-Pierre Gracien. À demain.